Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Chapitre 5. Mère, mère, que je suis contente, soupirait la jeune fille, ensevelissant sa figure dans le tablier de la vieille femme, aux traits fatigués et flétris, qui, le dos tourné à la claire lumière des fenêtres, était assise dans l'unique fauteuil du petit salon pauvre. « Je suis si contente, répétait-elle. Il faut que vous soyez contente aussi. » Madame Vane tressaillit et posa ses mains maigres et blanchies sur la tête de sa fille. « Contente » répéta-t-elle. « Je ne suis contente, Sibylle, que lorsque je vous vois jouer. Vous ne devez pas penser à autre chose. Monsieur Isaac a été très bon pour nous, et nous lui devons de l'argent. » La jeune fille leva une tête boudeuse. « De l'argent, mère » s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour vaut mieux que l'argent ? Monsieur Isaac nous a avancé 50 livres pour payer nos dettes et pour acheter un costume convenable à James. Vous ne devez pas oublier cela, Sibylle. 50 livres font une grosse somme. Monsieur Isaac a été très aimable. »« Ce n'est pas un gentleman, mère, et je déteste la manière dont il me parle, » dit la jeune fille, se levant et se dirigeant vers la fenêtre. « Je ne sais pas comment nous nous en serions tirés sans lui, » répliqua la vieille femme en gémissant. Sibyl Vane secoua la tête et se mit à rire. « Nous n'aurons plus besoin de lui désormais, mère. Le prince charmant s'occupe de nous. » Elle s'arrêta. Une rougeur secoua son sang et enflamma ses joues. Une respiration haletante entr'ouvrit les pétales de ses lèvres tremblantes. Un vent chaud de passion sembla l'envelopper et agiter les plis gracieux de sa robe. « Je l'aime, dit-elle simplement. « Folle enfant, fut la réponse accentuée d'un geste grotesque des doigts recourbés et chargés de faux bijoux de la vieille. L'enfant rit encore. La joie d'un oiseau en cage était dans sa voix. Ses yeux saisissaient la mélodie et la répercutaient par leurs éclats. Puis ils se fermaient un instant, comme pour garder leur secret. Quand ils s'ouvrirent de nouveau, la brume d'un rêve avait passé sur eux. La sagesse aux lèvres minces lui parlait dans le vieux fauteuil, lui soufflant cette prudence inscrite au livre de couardise sous le nom de sens commun. Elle n'écoutait pas, elle était libre dans la prison de sa passion. Son prince, le prince charmant, était avec elle. Elle avait recouru à la mémoire pour le reconstituer. Elle avait envoyé son âme à sa recherche, et il était venu. Ses baisers brûlaient ses lèvres, ses paupières étaient chaudes de son souffle. Alors la sagesse changea de méthode et parla d'enquête et d'espionnage. Le jeune homme pouvait être riche, et dans ce cas, on pourrait songer au mariage. Contre la coquille de son oreille se mouraient les vagues de la ruse humaine. Les traits astucieux la criblaient. Elle s'aperçut que les lèvres fines remuaient, et elle sourit. Soudain, elle éprouva le besoin de parler. Le monologue de la vieille la gênait. « Mère, mère, s'écria-t-elle. Pourquoi m'aime-t-il tant? Moi, je sais pourquoi je l'aime. C'est parce qu'il est tel que pourrait être l'amour lui-même. Mais que voit-il en moi? Je ne suis pas digne de lui. Et cependant, je ne saurais dire pourquoi. Tout en me trouvant fort inférieure à lui, je me sens pas humble. Je suis fière, extrêmement fière. Mère, aimiez-vous mon père comme j'aime le prince charmant? » La vieille femme pâlit sous la couche de poudre qui couvrait ses joues, et ses lèvres desséchées se tordirent dans un effort douloureux. Sibylle courut à elle, entoura son cou de ses bras et l'embrassa. « Pardon, mère, je sais que cela vous peine de parler de notre père, mais ce n'est que parce que vous l'aimiez trop. Ne soyez pas si triste. Je suis aussi heureuse aujourd'hui que vous l'étiez il y a 20 ans. Ah, puissais-je être toujours heureuse. Mon enfant, vous êtes beaucoup trop jeune pour songer à l'amour. Et puis, que savez-vous de ce jeune homme? Vous ignorez même son nom. Tout cela est bien fâcheux et vraiment, au moment où James va partir en Australie et où j'ai tant de soucis, je trouve que vous devriez vous montrer moins inconsidéré. Cependant, comme je l'ai déjà dit, s'il est riche... »« Ah, mère, mère, laissez-moi être heureuse. » Madame Vane la regarda, et avec un de ces faux gestes scéniques qui deviennent si souvent comme une seconde nature chez les acteurs, elle serra sa fille entre ses bras.
À ce moment, la porte s'ouvrit, et un jeune garçon aux cheveux bruns hérissés entra dans la chambre. Il avait la figure pleine, de grands pieds, de grandes mains, et quelque chose de brutal dans ses mouvements. Il n'avait pas la distinction de sa sœur. On eut à peine à croire à la proche parenté qui les unissait. Madame Vane fixa les yeux sur lui et accentua son sourire. Elle élevait mentalement son fils à la dignité d'un auditoire. Elle était certaine que ce tableau devait être touchant. « Vous devriez garder un peu de vos baisers pour moi, Sibylle, » dit le jeune homme, avec un grognement amical. « Ah, mais vous n'aimez pas qu'on vous embrasse, Jim » s'écria-t-elle. « Vous êtes un vilain vieil ours. » Et elle se mit à courir dans la chambre et à le pincer. James Vane regarda sa sœur avec tendresse. « Je voudrais que vous veniez vous promener avec moi, Sibylle. Je crois bien que je ne reverrai plus jamais ce vilain Londres, et certes je n'y tiens pas. »« Mon fils, ne dites pas de si tristes choses, » murmura Madame Vane, ramassant en soupirant un prétentieux costume de théâtre et en se mettant à le raccommoder. Elle était un peu désappointée de ce qu'il était arrivé trop tard pour se joindre au groupe de tout à l'heure. Il aurait augmenté le pathétique de la situation. « Pourquoi pas, mère, je le pense. Vous me peinez, mon fils. J'espère que vous reviendrez d'Australie avec une belle position. Je crois qu'il n'y a aucune société dans les colonies, ou rien de ce qu'on peut appeler une société. Aussi, quand vous aurez fait fortune, reviendrez-vous prendre votre place à Londres ?»« La société, » murmura le jeune homme. « Je ne veux rien en connaître. Je voudrais gagner assez d'argent pour vous faire quitter le théâtre, vous et Sibylle. Je le hais. »« Oh, Jim, » dit Sibylle en riant, « que vous êtes peu aimable. Mais venez-vous réellement promener avec moi ? Ce serait gentil. Je craignais que vous n'alliez dire au revoir à quelques-uns de vos amis, à Tom Hard, qui vous a donné cette horrible pipe, ou à Ned Langton, qui se moque de vous quand vous la fumez. C'est très aimable de votre part de m'avoir conservé votre dernier après-midi. Où irions-nous si nous allions au parc ? » « Je suis trop râpé, » répliqua-t-il en se renfrognant. « Il n'y a que les gens chics qui vont au parc. »« Quelle bêtise, Jim !» soupira-t-elle en passant la main sur le manche de son veston. Il hésita un moment. « Je veux bien, » dit-il enfin, « mais ne soyez pas trop longtemps à votre toilette. » Elle sortit en dansant. On put l'entendre chanter en montant l'escalier et ses petits pieds trottinèrent au-dessus. Il parcourut la chambre 2 ou 3 fois, puis se tournant vers la vieille immobile dans son fauteuil. « Mère, mes affaires sont-elles préparées ?» demanda-t-il. « Tout est prêt, James, » répondit-elle, les yeux sur son ouvrage. Pendant des mois, elle s'était sentie mal à l'aise lorsqu'elle se trouvait seule avec ce fils, dur et sévère. Sa légèreté naturelle se troublait lorsque leurs yeux se rencontraient. Elle se demandait toujours s'il ne soupçonnait rien. Comme il ne faisait aucune observation, le silence lui devint intolérable. Elle commença à geindre. Les femmes se défendent en attaquant, de même qu'elles attaquent par d'étranges et soudaines défaites. « J'espère que vous serez satisfait de votre existence d'outre-mer, James, dit-elle. Il faut vous souvenir que vous l'avez choisie vous-même. Vous auriez pu entrer dans l'étude d'un avoué. Les avoués sont une classe très respectable, et souvent à la campagne, ils dînent dans les meilleures familles. »« Je hais les bureaux, et je hais les employés, » répliqua-t-il. « Mais vous avez tout à fait raison. J'ai choisi moi-même mon genre de vie. Tout ce que je ne puis vous dire, c'est de veiller sur Sibylle. Ne permettez pas qu'il lui arrive malheur. Mère, il faut que vous veilliez sur elle. »« James, vous parlez étrangement. Sans doute je veille sur Sibylle. J'ai entendu dire qu'un monsieur venait chaque soir au théâtre et passait dans la coulisse pour lui parler. Est-ce bien ? Qu'est-ce que cela veut dire ? » Vous parlez de choses que vous ne comprenez pas, James. Dans notre profession, nous sommes habitués à recevoir beaucoup d'hommages. Moi-même, dans le temps, j'ai reçu bien des fleurs. C'était lorsque notre art était vraiment compris. Quant à Sibylle, je ne puis encore savoir si son attachement est sérieux ou non. Mais il n'est pas douteux que le jeune homme en question ne soit un parfait gentleman. Il est toujours extrêmement poli avec moi. De plus, il a l'air d'être riche, et les fleurs qu'il envoie sont délicieuses. « Vous ne savez pas son nom pourtant, » dit-il âprement. « Non, » répondit placidement sa mère. « Il n'a pas encore révélé son nom. Je crois que c'est très romanesque de sa part.
C'est probablement un membre de l'aristocratie. James Vane se mordit la lèvre. « Veillez sur Sibylle, mère, s'écria-t-il. Veillez sur elle. »« Mon fils, vous me désespérez. Sibylle est toujours sous ma surveillance particulière. Sûrement, si ce gentleman est riche, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne contracte pas une alliance avec lui. Je pense que c'est un aristocrate. Il en a toutes les apparences, je dois dire. Cela pourrait être un très brillant mariage pour Sibylle. Il ferait un charmant couple. Ses allures sont tout à fait à son avantage. Tout le monde les a remarquées. » Le jeune homme grommela quelques mots et se mit à tambouriner sur les vitres avec ses doigts épais. Il se retournait pour dire quelque chose lorsque Sibylle entra en courant. « Comme vous êtes sérieux tous les deux, dit-elle. Qu'y a-t-il ? Rien, répondit-il. Je crois qu'on doit être sérieux quelquefois. Au revoir, mère, je dînerai à 5 heures. Tout est emballé, excepté mes chemises. Aussi, ne vous inquiétez pas. Au revoir, mon fils, dit-elle avec un salut théâtral. Elle était ennuyée du ton qu'il avait pris avec elle, et quelque chose dans son regard l'avait effrayée. Embrassez-moi, mère, dit la jeune fille. Ses lèvres en fleurs se posèrent sur les joues flétries de la vieille et les ranimèrent. Mon enfant, s'écria madame Vane, les yeux au plafond, cherchant une galerie imaginaire. Venez, Sibylle, dit le frère, impatienté. Il détestait les affections maternelles. Ils sortirent et descendirent la triste Huston Road. Une légère brise s'élevait. Le soleil brillait gaiement. Les passants avaient l'air étonnés de voir ce lourdeau vêtu d'habits râpés en compagnie d'une aussi gracieuse et distinguée jeune fille. C'était comme un jardinier rustaud, marchant une rose à la main. Jim fronçait les sourcils de temps en temps lorsqu'il saisissait le regard inquisiteur de quelques passants. Il éprouvait cette aversion d'être regardé, qui ne vient que tard dans la vie aux hommes célèbres et qui ne quitte jamais le vulgaire. Sibylle, cependant, était parfaitement inconsciente de l'effet qu'elle produisait. Son amour épanouissait ses lèvres en sourire. Elle pensait au prince charmant, et pour pouvoir d'autant plus y rêver, elle n'en parla pas, mais babillait, parlant du bateau où Jim allait embarquer, de l'or qu'il découvrirait sûrement, et de la merveilleuse héritière à qui il sauverait la vie en l'arrachant au méchant bushranger aux chemises rouges. Car il ne serait pas toujours marin, ou commis maritime, ou rien de ce qu'il allait bientôt être. Oh non, l'existence d'un marin est trop triste. Être claquemuré dans un affreux bateau, avec les vagues bossues et rauques qui cherchent à vous envahir, est un vilain vent noir qui renverse les mâts et déchire les voiles en longues et sifflantes lanières. Il quitterait le navire à Melbourne, saluerait poliment le capitaine et irait d'abord au placé. Avant une semaine, il trouverait une grosse pépite d'or, la plus grosse qu'on ait découverte, et l'apporterait à la côte, dans les voitures gardées par 6 policemen à cheval. Les bushrangers les attaqueraient 3 fois et seraient battus avec un grand carnage. Ou bien non, ils n'iraient pas du tout au placé. C'étaient de vilains endroits où les hommes s'enivrent et se tuent dans les bars et parlent si mal. Il serait un superbe éleveur, et un soir qu'il rentrerait chez lui dans sa voiture, il rencontrerait la belle héritière qu'un voleur serait en train d'enlever sur un cheval noir. Il lui donnerait la chasse et la sauverait. Elle deviendrait sûrement amoureuse de lui. Il se marierait et reviendra à Londres, où ils habiteraient une maison magnifique. Oui, il aurait des aventures charmantes. Mais il faudrait qu'il se conduisît bien, n'usât point sa santé et ne dépensât pas follement son argent. Elle n'avait qu'1 an de plus que lui, mais elle connaissait tant la vie. Il faudrait aussi qu'il lui écrivît à chaque courrier et qu'il dît ses prières tous les soirs avant de se coucher. Dieu était très bon et veillerait sur lui. Elle prierait aussi pour lui, et dans quelques années, il reviendrait parfaitement riche et heureux. Le jeune homme l'écoutait avec maussaderie et ne répondait rien. Il était plein de la tristesse de quitter son home. Encore n'était-ce pas tout cela qui le rendait soucieux et morose. Tout inexpérimenté qu'il fût, il avait un vif sentiment de danger de la position de Sibylle. Le jeune dandy qui lui fait la cour ne lui disait rien de bon. C'était un gentleman, et il le détestait pour cela, par un curieux instinct de race dont il ne pouvait lui-même se rendre compte, et qui, pour cette raison, le dominait d'autant plus.
Il connaissait aussi la futilité et la vanité de sa mère, et il y voyait un péril pour Sibylle et pour le bonheur de celle-ci. Les enfants commencent par aimer leurs parents. En vieillissant, ils les jugent. Quelquefois, ils les oublient. Sa mère, il avait en lui-même une question à résoudre à propos d'elle, une question qu'il couvait depuis des mois de silence. Une phrase hasardée qu'il avait entendue au théâtre, un ricanement étouffé qu'il avait saisi un soir en attendant à la porte des coulisses, lui avait suggéré d'horribles pensées. Tout cela lui revenait à l'esprit, comme un coup de fouet en pleine figure. Ses sourcils se rejoignirent dans une contraction involontaire, et dans un spasme douloureux, il se mordit la lèvre inférieure. « Vous n'écoutez pas un mot de ce que je dis, Jim, » s'écria Sibylle. « Et je fais les plans les plus magnifiques sur votre avenir. Dites donc quelque chose. Que voulez-vous que je dise ? Oh, que vous serez un bon garçon, et que vous ne nous oublierez pas, répondit-elle en lui souriant. Il haussa les épaules. Vous êtes bien plus capable de m'oublier que moi de vous oublier, Sibylle. Elle rougit. Que voulez-vous dire, Jim ? Vous avez un nouvel ami, m'a-t-on dit. Qui est-il ? Pourquoi ne m'en avez-vous pas encore parlé ? Il ne vous veut pas de bien ? Arrêtez, Jim, s'écria-t-elle. Il ne faut rien dire contre lui, je l'aime. Comment ? Vous ne savez même pas son nom, répondit le jeune homme. Qui est-il ? J'ai le droit de le savoir. Il s'appelle le prince charmant. N'aimez-vous pas ce nom ? Méchant garçon, ne l'oubliez jamais. Si vous l'aviez seulement vu, vous l'auriez jugé l'être le plus merveilleux du monde. Un jour, vous le rencontrerez quand vous reviendrez d'Australie. Vous l'aimerez beaucoup. Tout le monde l'aime. Et moi, je l'adore. Je voudrais que vous puissiez venir au théâtre ce soir. Il y sera, et je jouerai Juliette. Oh, comme je jouerai. Pensez donc, Jim, être amoureuse et jouer Juliette. Et le voir assis en face de moi, jouer pour son seul plaisir. J'ai peur d'effrayer le public, de l'effrayer ou de le subjuguer. Être amoureuse, c'est se surpasser. Ce pauvre monsieur Isaac criera au génie, à tous ces fainéants du bar. Il me prêchait comme un dogme. Ce soir, il m'annoncera comme une révélation, je le sens. Et c'est son œuvre à lui seul, ô prince charmant, mon merveilleux amoureux, mon Dieu de grâce. Mais je suis pauvre auprès de lui, pauvre. Qu'est-ce que ça fait ? Quand la pauvreté entre sournoisement par la porte, l'amour s'introduit par la fenêtre. On devrait refaire nos proverbes. Ils ont été inventés en hiver, et maintenant voici l'été. C'est le printemps pour moi. Je pense une vraie ronde de fleurs dans le ciel bleu. C'est un gentleman ? Dit le frère Revêche. Un prince, cria-t-elle musicalement. Que voulez-vous de plus ? Il veut faire de vous une esclave ? Je frémis à l'idée d'être libre. Il faut vous méfier de lui. Quand on le voit, on l'estime. Quand on le connaît, on le croit. Sibylle, vous êtes folle. Elle se mit à rire et lui prit le bras. Cher vieux Jim, vous parlez comme si vous étiez centenaire. Un jour, vous serez amoureux vous-même. Alors, vous saurez ce que c'est. N'ayez pas l'air maussade. Vous devriez sûrement être content de penser que, bien que vous partiez, vous me laissez plus heureuse que je n'ai jamais été. La vie a été dure pour nous, terriblement dure et difficile. Maintenant, ce sera différent. Vous allez vers un nouveau monde. Et moi, j'en ai découvert un. Voici 2 chaises. Asseyons-nous et regardons passer tout ce beau monde. Ils s'assirent au milieu d'un groupe de badauds. Les plants de tulipes semblaient de vibrantes bacs de feu. Une poussière blanche, comme un nuage, tremblant d'iris, se balançait dans l'air embrasé. Les ombrelles, aux couleurs vives, allaient et venaient, comme de gigantesques papillons. Elle fit parler son frère de lui-même, de ses espérances et de ses projets. Ils parlaient doucement, avec effort. Ils échangèrent les paroles comme des joueurs se passent les jetons. Sibylle était oppressée, ne pouvant communiquer sa joie. Un faible sourire ébauché sur des lèvres moroses était tout l'écho qu'elle parvenait à éveiller. Après quelque temps, elle devint silencieuse. Soudain, elle saisit au passage la vision d'une chevelure dorée et d'une bouche riante. Et, dans une voiture découverte, Dorian Gray passa en compagnie de 2 dames. Elle bondit sur ses pieds. « Le voici !» cria-t-elle. « Qui ?» dit Jim Vane. « Le prince charmant !» répondit-elle en regardant la Victoria. Il se leva vivement et la prenant rudement par le bras. « Montrez-le-moi avec votre doigt. Lequel est-ce ? Je veux le voir !» s'écria-t-il.
Mais au même moment, le mail du duc de Berwick passa devant eux, et lorsque la place fut libre, de nouveau, la Victoria avait disparu du parc. « Il est parti, » murmura tristement Sibylle. « J'aurais voulu vous le montrer. »« Je l'aurais voulu également, car, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, s'il vous fait quelque tort, je le tuerai. » Elle le regarda avec horreur. Il répéta ces paroles qui coupaient l'air comme un poignard. Les passants commençaient à s'amasser. Une dame tout près d'eux ricanait. « Venez, Jim, venez, souffla-t-elle. » Et il la suivit, comme un chien à travers la foule. Il semblait satisfait de ce qu'il avait dit. Arrivés à la statue d'Achille, ils tournèrent autour du monument. La tristesse qui emplissait ses yeux se changea en un sourire. Elle secoua la tête. « Vous êtes fou, Jim, tout à fait fou. Vous avez un mauvais caractère, voilà tout. Comment pouvez-vous dire d'aussi vilaines choses? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes simplement jaloux ou malveillant. Ah, je voudrais que vous fussiez amoureux. L'amour rend meilleur, et tout ce que vous dites est très mal. »« J'ai 16 ans, répondit-il, et je sais ce que je suis. Mère ne vous sert à rien. Elle ne sait pas comment il faut vous surveiller. Je voudrais maintenant ne plus aller en Australie. J'ai une grande envie d'envoyer tout promener. Je le ferais si mon engagement n'était pas signé. »« Oh, ne soyez pas aussi sérieux, Jim. Vous ressemblez à un des héros de ces absurdes mélodrames dans lesquels mère aime tant à jouer. Je ne veux pas me quereller avec vous. Je l'ai vu, et le voir est le parfait bonheur. Ne nous querellons pas. Je sais bien que vous ne ferez jamais de mal à ceux que j'aime, n'est-ce pas? »« Non, tant que vous l'aimerez, » fut sa menaçante réponse. « Je l'aimerai toujours, » s'écria-t-elle. « Et lui? Lui aussi toujours. Il fera bien. » Elle recula, puis avec un bon rire, elle lui prit le bras. Ce n'était après tout qu'un enfant. À l'Arche de Marbre, ils allèrent un omnibus qui les déposa tout près de leur misérable logis de Huston Road. Il était plus de 5 heures, et Sibylle devait dormir 1 heure ou 2 avant de jouer. Jim insista pour qu'elle n'y manquât pas. Il voulut de suite lui faire ses adieux, pendant que leur mère était absente, car elle ferait une scène, et il détestait les scènes, quelles qu'elles fussent. Ils se séparèrent dans la chambre de Sibylle. Le cœur du jeune homme était plein de jalousie et d'une haine ardente et meurtrière contre cet étranger qui, lui semblait-il, venait se placer entre eux. Cependant, lorsqu'elle lui mit les bras autour du cou et que ses doigts lui caressèrent les cheveux, il s'attendrit et l'embrassa avec une réelle affection. Ses yeux étaient pleins de larmes lorsqu'il descendit. Sa mère l'attendait en bas. Elle bougonna sur son retard lorsqu'il entra. Il ne répondit rien et s'assit devant son maigre repas. Les mouches voletaient autour de la table et se promenaient sur la nappe tachée. À travers le bruit des omnibus et des voitures qui montaient de la rue, il percevait le bourdonnement qui dévorait chacune des minutes, lui restant à vivre là. Après un moment, il écarta son assiette et cacha sa tête dans ses mains. Il lui semblait qu'il avait le droit de savoir. On le lui aurait déjà dit, si c'était ce qu'il pensait. Sa mère le regardait, pénétrée de crainte. Les mots tombaient de ses lèvres, machinalement. Un mouchoir de dentelle, déchiré, s'enroulait à ses doigts. Lorsque 6 heures sonnèrent, il se leva et alla vers la porte. Il se retourna et la regarda. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle semblait demander pardon. Cela l'enragea. « Mère, j'ai quelque chose à vous demander, dit-il. Elle ne répondit pas, et ses yeux vaguèrent par la chambre. « Dites-moi la vérité, j'ai besoin de la connaître. Étiez-vous mariée avec mon père ?» Elle poussa un profond soupir. C'était un soupir de soulagement. Le moment terrible, ce moment que jour et nuit, pendant des semaines et des mois elle attendait, craintivement, était enfin venu, et elle ne se sentait pas effrayée. C'était vraiment pour elle comme un désappointement. La question, ainsi vulgairement posée, demandait une réponse directe. La situation n'avait pas été amenée graduellement. C'était cru. Cela lui semblait comme une mauvaise répétition. « Non, répondit-elle, étonnée de la brutale simplicité de la vie. « Mon père était un gredin alors, cria le jeune homme en serrant les poings. Elle secoua la tête. Je savais qu'il n'était pas libre. Nous nous aimions beaucoup tous deux. S'il avait vécu, il aurait amassé pour nous. Ne parlez pas contre lui, mon fils. C'était votre père, et c'était un gentleman.
Il avait de hautes relations. Un juron s'échappa de ses lèvres. « Pour moi, ça m'est égal, s'écria-t-il. Mais ne laissez pas Sibyl, c'est un gentleman, n'est-ce pas, qui est son amoureux. Du moins, il le dit. Il a aussi de belles relations, sans doute, lui. » Une hideuse expression d'humiliation passa sur la figure de la vieille femme. Sa tête se baissa. Elle essuya ses yeux du revers de sa main. « Sibyl a une mère, murmura-t-elle. Je n'en avais pas. » Le jeune homme s'attendrit. Il vint vers elle, se baissa et l'embrassa. « Je suis fâché de vous avoir fait de la peine en vous parlant de mon père, dit-il. Mais je n'en pouvais plus. Il faut que je parte maintenant. Au revoir. N'oubliez pas que vous n'avez plus qu'un enfant à surveiller désormais. Et croyez-moi, si cet homme fait du tort à ma sœur, je saurai qui il est. Je le poursuivrai et je le tuerai comme un chien, je le jure. » La folle exagération de la menace, le geste passionné qui l'accompagnait et son expression mélodramatique rendirent la vie plus intéressante aux yeux de la mère. Elle était familiarisée avec ce ton. Elle respira plus librement et pour la première fois depuis des mois, elle admira réellement son fils. Elle aurait aimé à poursuivre cette scène dans cette note émouvante, mais il coupa court. On avait descendu les malles et préparé les couvertures. La bonne de la logeuse allait et venait. Il fallut marchander le cocher. Les instants étaient absorbés par de vulgaires détails. Ce fut avec un nouveau désappointement qu'elle agita le mouchoir de dentelle par la fenêtre, quand son fils partit en voiture. Elle sentait qu'une magnifique occasion était perdue. Elle se consola en disant à Sibyl la désolation qui serait désormais dans sa vie, maintenant qu'elle n'aurait plus qu'un enfant à surveiller. Elle se rappelait cette phrase qui lui avait plu. Elle ne dit rien de la menace. Elle avait été vivement et dramatiquement exprimée. Elle sentait bien qu'un jour, ils en riraient tous ensemble. Le portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde, chapitre 6. « Vous connaissez la nouvelle, Basil ?» dit Lord Henry, un soir que Hallward venait d'arriver dans un petit salon particulier de l'hôtel Bristol, où un dîner pour 3 personnes avait été commandé. « Non, » répondit l'artiste, en remettant son chapeau et son pardessus au domestique incliné. « Quoi de nouveau ? Ce n'est pas sur la politique, j'espère. Elle ne m'intéresse d'ailleurs pas. Il y a sûrement point une seule personne à la Chambre des communes digne d'être peinte, bien que beaucoup de nos honorables aient grand besoin d'être reblanchis. »« Dorian Gray se marie, » dit Lord Henry, guettant l'effet de sa réponse. Hallward sursauta en fronçant les sourcils. « Dorian Gray se marie » cria-t-il. « Impossible. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Avec qui ? Avec une petite actrice, ou quelque chose de pareil. Je ne puis le croire. Lui si raisonnable ? Dorian est très sage, effectivement, pour ne pas faire de sottes choses de temps à autre, mon cher Basil. Le mariage est une chose qu'on ne peut faire de temps à autre, Harry. Excepté en Amérique, riposta Lord Henry rêveusement. Mais je n'ai pas dit qu'il était marié. J'ai dit qu'il allait se marier. Il y a là une grande différence. Je me souviens parfaitement d'avoir été marié, mais je ne me rappelle plus d'avoir été fiancé. Je crois plutôt que je n'ai jamais été fiancé. Mais je vous en prie, pensez à la naissance de Dorian, à sa position, à sa fortune. Ce serait absurde de sa part d'épouser une personne pareillement au-dessous de lui. Si vous désirez qu'il épouse cette fille, Basil, vous n'avez qu'à lui dire ça. Du coup, il est sûr qu'il le fera. Chaque fois qu'un homme fait une chose manifestement stupide, il est certainement poussé à la faire pour les plus nobles motifs. J'espère pour lui, Harry, que c'est une bonne fille. Je n'aimerais pas voir Dorian lié à quelque vile créature, qui dégraderait sa nature et ruinerait son intelligence. « Oh, elle est mieux que bonne, elle est belle, » murmura Lord Henry, sirotant un verre de vermouth aux oranges amères. « Dorian dit qu'elle est belle. Il ne se trompe pas sur ces choses. Son portrait par vous a singulièrement hâté son appréciation sur l'apparence physique des gens. Oui, il a eu, entre autres, cet excellent effet. Nous devons la voir ce soir, si notre ami ne manque pas au rendez-vous. » « Vous êtes sérieux ? Tout à fait, Basil. Je ne l'ai jamais été plus qu'en ce moment. »« Mais approuvez-vous cela, Harry ?» demanda le peintre, marchant de long en large dans la chambre, et mordant ses lèvres. « Vous ne pouvez l'approuver.
Il y a là un paradoxe de votre part. Je n'approuve jamais quoi que ce soit, et ne désapprouve davantage. C'est prendre dans la vie une attitude absurde. Nous ne sommes pas mis au monde pour combattre nos préjugés moraux. Je ne fais pas attention à ce que disent les gens vulgaires, et je n'interviens jamais dans ce que peuvent faire les gens charmants. Si une personnalité m'attire, quel que soit le mode d'expression que cette personnalité puisse choisir, je le trouve tout à fait charmant. Dorian Gray tombe amoureux d'une belle fille qui joue Juliette et se propose de l'épouser. Pourquoi pas? Croyez-vous que s'il épousait Messaline, il en serait moins intéressant? Vous savez que je ne suis pas un champion du mariage. Le seul mécompte du mariage est qu'il fait celui qui le consomme un altruiste. Et les altruistes sont sans couleur. Ils manquent d'individualité. Cependant, il est certains tempéraments que le mariage rend plus complexes. Ils gardent leur égoïsme et y ajoutent encore. Ils sont forcés d'avoir plus qu'une seule vie. Ils deviennent plus hautement organisés. Et être plus hautement organisé, je n'imagine, est l'objet de l'existence de l'homme. En plus, aucune expérience n'est à mépriser. Et quoi que l'on puisse dire contre le mariage, ce n'est point une expérience dédaignable. J'espère que Dorian Gray fera de cette jeune fille sa femme, l'adorera passionnément pendant 6 mois, et se laisserait ensuite séduire par quelqu'un d'autre. Cela nous va être une merveilleuse étude. Vous savez bien que vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites, Harry. Vous le savez mieux que moi. Si la vie de Dorian Gray était gâtée, personne n'en serait plus désolé que vous. Vous êtes meilleur que vous ne prétendez l'être. Lord Henry se mit à rire. La raison pour laquelle nous pensons du bien des autres est que nous sommes effrayés pour nous-mêmes. La base de l'optimisme est la terreur, tout simplement. Nous pensons être généreux parce que nous gratifions le voisin de la possession de vertus qui nous sont un bénéfice. Nous estimons notre banquier dans l'espérance qu'il saura faire fructuer les fonds à lui confier, et nous trouvons de sérieuses qualités au voleur de grands chemins qui épargnera nos proches. Je pense tout ce que je dis. J'ai le plus grand mépris pour l'optimisme. Aucune vie n'est gâtée, si ce n'est celle dont la croissance est arrêtée. Si vous voulez gâter un caractère, vous n'avez qu'à tenter de le réformer. Quant au mariage, ce serait idiot, car il y a d'autres et de plus intéressantes liaisons entre les hommes et les femmes. Elles ont le charme d'être élégantes. Mais voici Dorian lui-même. Il vous en dira plus que moi. Mon cher Harry, mon cher Basil, j'attends vos félicitations, dit l'adolescent, en se débarrassant de son Macfarlane doublé de soie, et serrant les mains de ses amis. Je n'ai jamais été si heureux. Comme tout ce qui est réellement délicieux, mon bonheur est soudain, et cependant, il m'apparaît comme la seule chose que j'ai cherchée dans ma vie. Il était tout rose d'excitation et de plaisir, et paraissait extraordinairement beau. J'espère que vous serez toujours très heureux, Dorian, dit Hallward. Mais je vous en veux de m'avoir laissé ignorer vos fiançailles. Harry les connaissait. Et je vous en veux d'arriver en retard, interrompt Lord Henry, en mettant sa main sur l'épaule du jeune homme, et souriant à ce qu'il disait. Allons, asseyons-nous, et voyons ce que vaut le nouveau chef. Vous nous raconterez comment cela est arrivé. Je n'ai vraiment rien à vous raconter, s'écria Dorian, comme il prenait place autour de la table. Voici simplement ce qui arrive. En vous quittant hier soir, Harry, je m'habillai, et j'allais dîner à ce petit restaurant italien de Rupert Street, où vous m'avez conduit, puis me diriger vers les 8 heures au théâtre. Sibylle jouait Rosalinde. Naturellement, les décors étaient ignobles et Orlando absurde, mais Sibylle, ah, si vous l'aviez vue, quand elle vint habillée dans ses habits de garçon, elle était parfaitement adorable. Elle portait un pourpoint de velours mousse, avec des manches de nuances cannelle, des hauts de chausses marron clair aux lacets croisés, un joli petit chapeau vert surmonté d'une plume de faucon, tenu par un diamant et un capuchon doublé de rouge foncé. Elle ne me sembla jamais plus exquise. Elle avait toute la grâce de cette figurine de Tanagra que vous avez dans votre atelier, Basil. Ses cheveux autour de sa face lui donnaient l'air d'une pâle rose entourée de feuilles sombres. Quant à son jeu, vous la verrez ce soir. Elle est née artiste. Je restais dans la loge obscure, absolument sous le charme. J'oubliais que j'étais à Londres, au XIXe siècle. J'étais bien loin, avec mon amour, dans une forêt que jamais l'homme ne vit. Le rideau tombait, j'allais dans les coulisses et lui parlais. Comme nous étions assis l'un à côté de l'autre,
Un regard brilla soudain dans ses yeux que je n'avais encore surpris. Je lui tendis mes lèvres, nous nous embrassâmes. Je ne puis vous rapporter ce qu'alors je ressentis. Il me sembla que toute ma vie était centralisée dans un point de joie couleur de rose. Elle fut prise d'un tremblement et vacillait comme un blanc narcisse. Elle tomba à mes genoux et me baisa les mains. Je sens que je ne devrais pas vous dire cela, mais je ne puis m'en empêcher. Naturellement, notre engagement est un secret. Elle ne l'a même pas dit à sa mère. Je ne sais pas ce que diront mes tuteurs. Lord Radley sera certainement furieux. Ça m'est égal. J'aurai ma majorité dans 1 an, et je ferai ce qu'il me plaira. J'ai eu raison, n'est-ce pas, Basil, de prendre mon amour dans la poésie et de trouver ma femme dans les drames de Shakespeare. Les lèvres auxquelles Shakespeare apprit à parler ont soufflé leur secret à mon oreille. J'ai eu les bras de Rosalinde autour de mon cou, et Juliette m'a embrassé sur la bouche. « Oui, Dorian, je crois que vous avez eu raison, » dit Hallward lentement. « L'avez-vous vue aujourd'hui » demanda Lord Henry. Dorian Gray secoua la tête. « Je l'ai laissée dans la forêt d'Ardennes. Je la retrouverai dans un verger à Vérone ?» Lord Henry sirotait son champagne d'un air méditatif. « À quel moment exact avez-vous prononcé le mot mariage, Dorian ? Et que vous répondit-elle ? Peut-être l'avez-vous oublié ? Mon cher Harry, je n'ai pas traité cela comme une affaire, et je ne lui ai fait aucune proposition formelle. Je lui dis que je l'aimais, et elle me répondit qu'elle était indigne d'être ma femme. Indigne, le monde entier n'est rien comparé à elle. Les femmes sont merveilleusement pratiques, murmura Lord Henry. Beaucoup plus pratiques que nous. Nous oublions souvent de parler mariage dans de semblables situations, et elles nous en font toujours souvenir. Hallward lui mit la main sur le bras. Finissez. Harry, vous désobligez Dorian. Il n'est pas comme les autres, et ne ferait de peine à personne. Sa nature est trop délicate pour cela. Lord Henry regarda par-dessus la table. « Je n'ennuie jamais Dorian, répondit-il. Je lui ai fait cette question pour la meilleure raison possible. Pour la seule raison même qui excuse toute question, la curiosité. Ma théorie est que ce sont toujours les femmes qui se proposent à nous, et non nous qui nous proposons aux femmes. Excepté dans la classe populaire, mais la classe populaire n'est pas moderne. » Dorian Gray sourit et remua la tête. « Vous êtes tout à fait incorrigible, Harry, mais je n'y fais pas attention. Il est impossible de se fâcher avec vous. Quand vous verrez Sibyl Vane, vous comprendrez que l'homme qui lui ferait de la peine serait une brute sans cœur. Je ne puis comprendre comment quelqu'un peut humilier l'être qu'il aime. J'aime Sibyl Vane. J'ai besoin de l'élever sur un piédestal d'or et de voir le monde estimer la femme qui est mienne. Qu'est-ce que c'est que le mariage ? Un vœu irrévocable ? Vous vous moquez ? Ah, ne vous moquez pas. C'est un vœu irrévocable que j'ai besoin de faire. Sa confiance me fera fidèle, sa foi me fera bon. Quand je suis avec elle, je regrette tout ce que vous m'avez appris. Je deviens différent de ce que vous m'avez connu. Je suis transformé, et le simple attouchement des mains de Sibyl Vane me fait vous oublier. Vous et toutes vos fausses, fascinantes, empoisonnées, et cependant délicieuses théories. « Et quelles sont-elles » demanda Lord Henry en se servant de la salade. « Eh, vos théories sur la vie, vos théories sur l'amour, celles sur le plaisir, toutes vos théories, en un mot, Harry. »« Le plaisir est la seule chose digne d'avoir une théorie, » répondit-il de sa lente voix mélodieuse. « Je crois que je ne puis la revendiquer comme mienne. Elle appartient à la nature et non pas à moi. Le plaisir est le caractère distinctif de la nature, son signe d'approbation. Quand nous sommes heureux, nous sommes toujours bons, mais quand nous sommes bons, nous ne sommes pas toujours heureux. »« Ah, qu'entendez-vous par être bon » s'écria Basil Hallward. « Oui, reprit Dorian, s'appuyant au dossier de sa chaise et regardant Lord Henry par-dessus l'énorme gerbe d'iris aux pétales pourprés qui reposait au milieu de la table. « Qu'entendez-vous par être bon, Harry ?»« Être bon, c'est être en harmonie avec soi-même, » répliqua-t-il, en caressant de ses fins doigts pâles la tige frêle de son verre. Comme être mauvais, c'est être en harmonie avec les autres. Sa propre vie, voilà la seule chose importante. Pour les vies de nos semblables, si on désire être un faquin ou un puritain, on peut étendre ses vues morales sur elles.
mais elle ne nous concerne pas. En vérité, l'individualisme est réellement le plus haut but. La moralité moderne consiste à se ranger sous le drapeau de son temps. Je considère que le fait par un homme cultivé de se ranger sous le drapeau de son temps est une action de la plus scandaleuse immoralité. Mais parfois, Harry, on paie très cher le fait de vivre uniquement pour soi, fit remarquer le peintre. Bah, nous sommes imposés pour tout, aujourd'hui. Je m'imagine que le côté vraiment tragique de la vie des pauvres est qu'ils ne peuvent offrir autre chose que le renoncement d'eux-mêmes. Les beaux péchés, comme toutes les choses belles, sont le privilège des riches. On paie souvent d'autres manières qu'en argent. De quelle autre manière, Basile? Mais en remords, je crois, en souffrance, en ayant la conscience de sa propre infamie. Lord Henry leva ses épaules. Mon cher ami, l'art du Moyen-Âge est charmant, mais les médiévales émotions sont périmées. Elles peuvent servir à la fiction, j'en conviens. Les seules choses dont peut user la fiction sont, en fait, les choses qui ne peuvent plus nous servir. Croyez-moi, un homme civilisé ne regrette jamais un plaisir, et jamais une brute ne saura ce que peut être un plaisir. « Je sais ce que c'est que le plaisir, » cria Dorian Gray. « C'est d'adorer quelqu'un. »« Cela vaut certainement mieux que d'être adoré, » répondit-il, jouant avec les fruits. « Être adoré est un ennui. Les femmes nous traitent exactement comme l'humanité traite ses dieux. Elles nous adorent, mais sont toujours à nous demander quelque chose. Je répondrai que, quoi que ce soit, qu'elles nous demandent, elles nous l'ont d'abord donné, murmura l'adolescent gravement. Elles ont créé l'amour en nous, elles ont droit de le redemander. Tout à fait vrai, Dorian, s'écria Hallward. Rien n'est jamais tout à fait vrai, riposta Lord Henry. Si, interrompit Dorian, vous admettez, Harry, que les femmes donnent aux hommes l'or même de leur vie. Possible, ajouta-t-il, mais elles exigent invariablement en retour un petit change. Là est l'ennui. Les femmes, comme quelques spirituels français l'a dit, nous inspirent le désir de faire des chefs-d'œuvre, mais nous empêchent toujours d'en venir à bout. Quel terrible homme vous êtes, Harry. Je ne sais pourquoi je vous aime autant. Vous m'aimerez toujours, Dorian, répliqua-t-il. Un peu de café, hein, ami? Garçon, apportez du café, de la fine champagne et des cigarettes. Non, pas de cigarettes, j'en ai. Basile, je ne vous permets pas de fumer des cigares. Vous vous contenterez de cigarettes. La cigarette est le type parfait du parfait plaisir. C'est exquis, et ça vous laisse insatisfait. Que désirez-vous de plus? Oui, Dorian, vous m'aimerez toujours. Je vous représente tous les péchés que vous n'avez eu le courage de commettre. Quelle sottise me dites-vous, Harry, dit le jeune homme en allumant sa cigarette au dragon d'argent, vomissant du feu, que le domestique avait placé sur la table. Allons au théâtre. Quand Sibyl apparaîtra, vous concevrez un nouvel idéal de vie. Elle vous représentera ce que vous n'avez jamais connu. J'ai tout connu, dit Lord Henry, avec un regard fatigué. Mais toute nouvelle émotion me trouve prêt. Hélas, je crains qu'il n'y en ait plus pour moi, cependant. Votre merveilleuse jeune fille peut m'émouvoir. J'adore le théâtre. C'est tellement plus réel que la vie. Allons-nous-en, Dorian. Vous montrez avec moi? Je suis désolée, Basile, mais il n'y a seulement place pour 2 dans mon brougham. Vous nous suivez dans un hamsom? Ils se levèrent et endossèrent leur pardessus, en buvant debout leur café. Le peintre demeurait silencieux et préoccupé. Un lourd ennui semblait peser sur lui. Il ne pouvait approuver ce mariage, et cependant, cela lui semblait préférable à d'autres choses qui auraient pu arriver. Quelques minutes après, ils étaient en bas. Il conduisit lui-même, comme c'était convenu, guettant les lanternes brillantes du petit brougham qui marchait devant lui. Une étrange sensation de désastre l'envahit. Il sentait que Dorian Gray ne serait jamais à lui comme par le passé. La vie était survenue entre eux. Ses yeux s'embrumèrent, et ils ne virent plus les rues populeuses étincelantes de lumière. Quand la voiture s'arrêta devant le théâtre, il lui sembla qu'il était plus vieux d'années.